minutes de retard, on s'en excuse. Mon nom est Lynn Chamberlain, je suis titulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie et je vais vous présenter Isabelle Valac, qui est anthropologue de formation et professeure au département de sexologie de l'Université du Québec depuis 2012. Isabelle a obtenu un doctorat en ethnologie à l'Université Denis Diderot Paris 7 et ensuite elle a réalisé un postdoctorat au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale à Montréal, mieux connu sous le nom de CREGES. Elle est spécialisée dans le domaine de la sexualité et du vieillissement. Elle est chercheure affiliée à la chaire, domaine qu'à l'Institut de recherche et d'études féministes au CREGES et à l'équipe FRQSC Vie, vieillissement, exclusion sociale et solidarité. Et sa vie LGBTQ. Non, c'est pas écrit, mais à sa vie. C'est pas écrit, mais c'est ça. Donc, vous avez la liste complète de ses affiliations et participation à des projets. Ces projets de recherche actuels portent sur le rapport au corps et la vie intime des hommes et des femmes âgées, hétérosexuelles, gays et lesbiennes. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Lynn, pour cette invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir présenter. Je dirais que c'est une première de présenter l'ensemble des résultats. C'est sûr que c'est jamais terminé, puis il y a encore plein de données à analyser, mais c'est quand même, j'ai fait des présentations jusqu'à présent qui étaient plutôt partielles du projet. Ce que je dois préciser aussi, c'est que c'est donc le titre de la conférence, c'est l'apparence physique et la vie intime des femmes âgées lesbiennes, une étude qualitative. Ça s'inscrit, ou ça découle d'un projet plus large sur l'apparence et la vie intime des femmes âgées en général, donc aussi hétérosexuelles. Donc là, finalement, je vous présente, j'ai vraiment centré sur le sous-groupe des femmes lesbiennes pour cette présentation-là. Voilà, donc je vais d'abord présenter, évidemment il y a juste mon nom sur le comment dire, la première diapo, mais il y a beaucoup de personnes qui collaborent à ce projet. C'est un projet qui est financé par le CRSH. Il y a 2 co-chercheurs, donc Lynn Chamberlain ici présente, et puis Julie Lavigne qui est aussi professeure au département de sexologie. Et puis j'ai des merveilleuses assistantes de recherche qui m'ont aidée et qui m'aident encore. Alors Julie Beauchamp, qui est doctorante, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, Sabrina Majorano, et nous avons Geneviève Miller, qui est ici aujourd'hui. Voilà, puis peut-être qu'elle aura des petites questions auxquelles elle pourra répondre. Elle s'est beaucoup occupée du recrutement des participantes. Alors, pourquoi ce projet ? Vous le savez, on vit quand même dans une société qui est assez agiste. Donc quand on parle d'agiste, c'est les préjugés négatifs, la discrimination envers les personnes âgées. Et donc les normes corporelles féminines qui prédominent dans notre société sont, d'après la littérature scientifique, et je pense que d'après nos observations aussi, sont vraiment agistes et sexistes en même temps. Dans le sens où les idéaux physiques qui sont corporels, physiques qui sont véhiculés dans la société, dans les médias à l'heure actuelle, sont vraiment axés sur la jeunesse. Et de ce fait, les femmes âgées, de façon générale, sont perçues comme étant moins attractives, moins désirables, puis sont souvent facilement étiquetées comme étant asexuées ou moins sexuées. Il y a eu beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle des fois l'image corporelle quand on est dans une approche plus psychologique, ou sinon on peut dire les perceptions, le vécu par rapport au corps des femmes âgées hétérosexuelles, mais par contre, il n'y a quasiment pas de recherche sur l'image corporelle des femmes âgées lesbiennes. Un autre point qui manque quand on regarde un peu les écrits sur ces thématiques, c'est, on pourrait dire, l'interaction entre les perceptions de l'apparence des femmes âgées et leur vie intime. Pourtant, c'est sûr que ça paraît étonnant dans le sens où il y a comme des liens évidents entre apparence, perception de l'apparence et vie intime. On a juste à penser à quand même, je pense, dans notre société au moins, probablement à d'autres endroits aussi, à quel point l'apparence physique, la beauté, ce sont des éléments qui sont importants dans les rapports de séduction. Il y a même une auteure qui a élaborer la notion de capital érotique et qui montre à quel point l'apparence est centrale dans la définition de capital érotique qui est donc à l'origine de la séduction. Il y a aussi un certain nombre d'études qui montrent que la qualité de la vie sexuelle, par exemple, même la capacité
l'activité sexuelle, etc., est largement corrélée à l'image corporelle que peuvent avoir les femmes. Donc tout ça pour dire que oui, c'est intéressant de s'intéresser à ces liens entre vie intime et perception de l'apparence. Donc on peut imaginer que l'absence d'études sur les interactions entre les perceptions de l'apparence et la vie intime des femmes âgées, parce qu'en fait, il y en a eu un peu, mais surtout sur les femmes adultes, mais par rapport aux femmes âgées, ça peut refléter les préjugés agistes dont j'ai parlé tantôt par rapport à la présupposée asexualité des femmes âgées. Pourtant, si on regarde en général à nouveau dans la littérature scientifique, on se rend compte que les femmes âgées sont très nombreuses à avoir encore un intérêt pour la sexualité, à être encore actives sexuellement, même si dans certains cas, mais pas dans tous, l'expression sexuelle ou la définition de la sexualité peut se transformer avec l'avancement en âge. Mais l'intérêt pour la sexualité demeure. En ce qui concerne les lesbiennes âgées, on peut présupposer ou faire l'hypothèse que le manque d'études sur leur perception de leur apparence, d'une part, leur vie intime sexuelle, d'autre part, et les interactions entre les deux, peut-être refléter l'invisibilité des femmes âgées lesbiennes, qui est quand même documentée, et aussi l'intersection de l'agisme, du sexisme et de l'hétérosexisme. Et souvent, c'est ça, l'invisibilité, elle se traduit, qui est présente dans une société, elle se traduit aussi dans les recherches en général. Alors, si on regarde un peu les écrits qui peuvent nous aider qui peuvent être intéressants pour ce sujet de recherche, donc les études sur l'IC, c'est-à-dire l'image corporelle et les standards de beauté des lesbiennes adultes, mettent différents éléments en évidence. D'abord, je dirais que c'est des recherches anciennes ou des fois simplement des hypothèses anciennes. Il y a eu des écrits qui parlaient du fait que les femmes lesbiennes, donc de tout âge, rejetteraient les normes de beauté hétéronormatives et les idéaux de minceur, et donc quelque part elles seraient protégées de la pression qu'il peut y avoir exercée sur les femmes dans la société en général de correspondre à certains idéaux de beauté. D'un autre côté, il y a d'autres auteurs qui n'étaient pas forcément en accord avec cette hypothèse et qui considéraient que la socialisation hétérosexuelle, et peut-être d'autant plus chez les femmes âgées qui ont dû cacher leur orientation sexuelle, pourrait entraîner une intériorisation de ces normes de beauté hétéronormatives et empêcher l'effet protecteur. Alors, il y a aussi des éléments, quelques résultats sur la spécificité des standards corporels des femmes lesbiennes. On note par exemple une préférence pour les corps plus gros, donc finalement peut-être moins minces, et puis aussi l'importance de la forme physique, l'énergie, des éléments qu'on trouve moins chez les femmes hétérosexuelles dans la littérature. Et puis, ce qui découle finalement probablement, enfin bon, c'est peut-être en partie relié, on relève aussi une diversité dans les normes relatives à l'apparence et à l'expression de genre, c'est-à-dire le fait qu'il y a une diversité au niveau de l'expression de genre, ça a des impacts aussi sur les normes relatives à l'apparence, et ça fait qu'il peut y avoir différentes normes qui cohabitent au sein des communautés lesbiennes. Un autre point qui a retenu mon attention, c'est les tensions qui sont identifiées parfois entre, d'un côté, l'insatisfaction que peuvent vivre les femmes lesbiennes en général par rapport à leur apparence corporelle, et d'autre part, des valeurs qui peuvent être notamment féministes, qui sont défendues dans les communautés lesbiennes. Donc c'est comme s'il y a une tension entre un idéal où elles aimeraient peut-être se détacher de l'importance accordée à l'apparence, ou alors se détacher des normes de beauté hétérosexistes, mais qu'en même temps, on sent qu'elles sont quand même un petit peu influencées, voire sous l'emprise de ces normes, et que ça crée une insatisfaction. Donc, en ce qui concerne les études sur l'image corporelle, non, excusez, c'est la suite, c'est le même thème. Donc, il y a des études empiriques récentes qui montrent qu'effectivement, il y a bel et bien une insatisfaction corporelle chez les lesbiennes. Puis on note aussi une pression de se conformer, enfin certaines participantes interviewées rapportent une pression qu'elles ont pu ressentir de se conformer à certaines modes, à certains styles vestimentaires pour être reconnues comme lesbiennes, pour être perçues comme authentiques et perçues comme attractives aussi. Donc finalement, les conclusions de certains auteurs, c'est que malgré, et notamment d'une auteure dans une étude très récente de 2017, c'est que malgré une meilleure acceptation de la diversité des tailles
corporelle, des tailles et des apparences dans les communautés lesbiennes, il n'y aurait pas de protection vraiment face à la pression sociétale de se conformer donc aux idéaux corporels et de minceur. Et une hypothèse, ce serait aussi la transformation, c'est-à-dire que du fait d'une plus grande acceptation de l'homosexualité aujourd'hui, c'est sûr que les lesbiennes sont plus présentes dans les médias, mais par contre, c'est comme si elles sont représentées. Il faut qu'elles-mêmes, finalement, correspondent aux standards de beauté prédominants. Donc, il n'y a pas finalement de différence entre les modèles physiques hétérosexuels et lesbiennes. En ce qui concerne les études sur l'image corporelle des lesbiennes âgées, donc là, on se rend compte qu'il y a des études qui montrent qu'elles peuvent être insatisfaites vis-à-vis de leur corps vieillissant et qu'elles peuvent aussi manifester un désir de rester jeune, d'avoir une apparence jeune. Par contre, il y a certaines études aussi, sachant qu'il y en a vraiment très très peu. Donc là, bon, il y a deux études qui relèvent l'une qu'il y aurait une meilleure acceptation des changements corporels comme la prise de poids, puis une autre qu'il y aurait peut-être une meilleure acceptation des cheveux gris par rapport aux femmes hétérosexuelles âgées. Donc finalement, ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est que l'influence des diverses normes physiques reliées à l'apparence, qu'elles soient dans la société en général ou qu'elles concernent celles des communautés lesbiennes, ne sont pas vraiment documentées pour les lesbiennes âgées. Et puis donc le dernier point au niveau de la recension des écrits, donc sur les interactions entre l'apparence et la vie intime chez les lesbiennes, je dirais là de tout âge. À nouveau, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas beaucoup de recherches, mais on peut noter des résultats contradictoires par rapport au rôle de l'apparence dans le choix des partenaires intimes chez les lesbiennes adultes et âgées. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont des résultats contradictoires, puis il y a aussi une étude que je trouve qui a retenu mon attention, qui montre que finalement, il y a un écart entre le discours des lesbiennes sur le fait que non, l'apparence, si on les questionne sur est-ce que la beauté, c'est un critère important pour choisir vos partenaires, elles vont dire non, pas du tout, c'est pas important. Mais par contre, quand ils font des tests où ils leur montrent des photos, là, on se rend compte que, ben oui, ça a de l'apparence. Donc, on se rend compte qu'il y a comme une contradiction entre leur discours et on pourrait dire leur comportement réel. Il y a une autre étude qui parle de l'inconfort des lesbiennes à montrer leur corps nu à leur partenaire. Donc c'est juste une étude qui parle de ça. Puis une autre aussi, c'est intéressant, qui relève comme une espèce de tension entre, d'une part, donc au sein des couples ou entre les partenaires intimes, il y aurait une tendance à se comparer, qui quelque part, donc comparer les corps, qui pourrait mettre une certaine pression, mais d'un autre côté, il y a une certaine compréhension en lien avec les idéaux corporels et les préoccupations qu'il peut y avoir par rapport à s'y conformer. Donc c'est comme il y a cette tension entre la comparaison qui est comme sous le mode de l'empathie, de la compréhension, du réconfort, et en même temps, non, j'ai dit la compréhension, je me suis peut-être mêlée, mais la compréhension, donc soutien, empathie, puis comparaison, où là c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc c'est comme un couteau à double tranchant. Alors, pour ce qui est de notre étude, donc l'objectif principal, documenter les interactions entre les perceptions des lesbiennes âgées des normes de beauté, leur perception de leur propre apparence physique et leur vie intime. Donc, c'est un peu comment ces trois éléments interagissent ensemble. Au niveau de la méthodologie, donc c'est une approche purement qualitative. Le recrutement s'est fait auprès, je me rends compte que je n'ai pas précisé, donc dans l'ensemble, il y avait 35 organismes et réseaux sociaux informels. Te rappelles-tu, Geneviève, combien il y avait d'organismes spécifiquement communautaires, à peu près? Au niveau des organismes, il y en avait une vingtaine, ok. Et le reste, c'était des réseaux plus sociaux. Donc, c'est sûr qu'on a sollicité beaucoup d'organismes. Il faut dire que le recrutement s'est étalé sur une période infinie. C'était extrêmement difficile pour trouver des femmes lesbiennes âgées qui acceptent de participer. C'est sûr qu'il y a le sujet en soi. Bon, parler de sa vie intime, potentiellement de sa sexualité, c'est pas forcément quelque chose avec quoi on peut être à l'aise, en particulier quand on est une personne âgée. Et en plus, il y a l'invisibilité des lesbiennes âgées. Donc les deux ensemble, ça a été vraiment tout un défi.
Donc on a quand même réussi à avoir 11 participantes et je vous assure qu'elles sont méritées ces 11 participantes. Donc qui étaient âgées de 65 à 73 ans. Parmi celles-ci, il y en a seulement 2 qui avaient une partenaire intime stable. Dans les 2, il y en avait une qui cohabitait avec sa partenaire et l'autre non. Donc c'est ça. Sinon, elles étaient toutes célibataires. Par contre, si on les a recrutées, c'est parce que quand même, soit elles avaient la perspective, elles souhaitaient rencontrer une autre femme, soit elles avaient eu depuis qu'elles étaient dans la soixantaine, elles avaient quand même eu au moins une partenaire intime, ou alors elles avaient une activité sexuelle actuelle qui pouvait être auto-érotique aussi. Donc la collecte des données s'est basée sur des entrevues individuelles semi-directives d'une durée moyenne d'1h40. Si on regarde un peu le profil un peu de nos participantes, donc la plupart, donc 7 sur 11 avaient entre 65 et 69 ans, puis les autres entre 70 et 74. C'est quand même des participantes qui sont d'un niveau social, économique, un petit peu privilégié, enfin privilégié c'est un peu fort, mais je veux dire, on voit quand même que beaucoup ont été au cégep ou à l'université. Il y en a 6 sur 11 qui sont allés à l'université. Puis donc, au niveau du revenu annuel, il y a une femme qui a refusé de déclarer ses revenus, mais donc il y a la moitié qui gagnait quand même 50 000 et plus, ce qui en fin de compte était plus que les participantes hétérosexuelles. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors, je vais rentrer dans la section des résultats. Pour les résultats, juste vous préciser que je laisse beaucoup de place à la voix des femmes. Donc, je vais lire beaucoup de citations parce que je trouve que ça reflète ce qu'elles disent et puis ça rend les choses aussi plus vivantes. Donc, on va commencer par leur perception des normes de beauté. Donc, je vais essayer déjà comme je vais avoir des citations qui ne sont pas sur ma page, je retourne dans mes notes. Voilà. Alors un premier point important en termes de normes, c'est la question de la minceur. Donc vraiment, elle considère que pour les femmes jeunes et adultes, l'idéal de la minceur est vraiment prédominant. Donc il y en a une qui dit mince, très mince, filiforme, pas une once de graisse de trop, enfin ça c'est différentes expressions. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle considère aussi, enfin il y en a qui notent que c'est présent aussi au sein des communautés lesbiennes. Il y en a une qui dit par exemple au niveau de la minceur, ça oui aussi, il y a beaucoup de discrimination là-dedans aussi. Vous savez, les femmes lesbiennes sont loin d'être les plus reposantes parfois. Donc ça c'est pour les femmes jeunes et adultes. Pour ce qui concerne les femmes âgées, on se rend compte que quand même la pression est un petit peu moindre par rapport à la minceur, mais qu'elle est quand même présente. Donc c'est sûr que les participantes considèrent que dans la société en général, il y a un petit peu moins de pression auprès des femmes âgées pour qu'elles restent minces, même si elles doivent rester minces, mais c'est comme si un petit peu moins peut-être. Et puis, il y a une participante, alors je ne sais pas à quel point on peut le généraliser, mais qui, elle, dit que finalement, on le voit dans la citation, elle dit dans une salle de danse, les femmes grosses ne sont pas demandées à danser, donc les femmes de danse, où il n'y aurait que des femmes lesbiennes. C'est comme dans le monde hétéro, sauf après 55 ans, on dirait que c'est autre chose, là. Bon, donc il y en a une qui considère que peut-être c'est moins présent avec le vieillissement. Donc, en ce qui concerne d'autres idéaux de beauté et d'attractivité, à nouveau pour les femmes jeunes et adultes, dans la société en général, il y a eu beaucoup de discours sur les cheveux. Donc, vraiment, elle note qu'il faut que les cheveux soient longs, vaporeux, dans le vent, toutes sortes de choses. Beaucoup de discours sur ce que moi j'ai qualifié, c'est pas elle qui le nomme comme ça, mais d'hyperféminité, qu'on pourrait formuler autrement, à savoir l'idée d'une conformité aux idéaux de beauté hétérosexistes. Donc, il y a vraiment plusieurs participants qui disent à quel point le maquillage, avoir des talons, c'est important. Aussi en termes de caractéristiques physiques, des gros seins, des fesses rebondies, ce genre de critères, mais ça revient beaucoup dans le discours. Et puis aussi la question de la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est un autre point important. Il y en a une qui dit par exemple, tu sais, la beauté aujourd'hui, c'est qui? C'est une préadolescente. Donc des fois, il y en a qui vont pas si loin à dire que c'est des préadolescentes, mais une autre qui dit la jeunesse, ça va toujours passer avant la vieillesse, c'est certain.
Dans les communautés lesbiennes, donc les idéaux de beauté et d'attractivité, il y a la notion d'être naturel, donc à nouveau, toujours pour les femmes jeunes. Donc il y en a une qui dit par exemple, il y a des femmes qui aiment qu'une femme soit naturelle, qu'elle soit jamais maquillée, qu'elle se mette jamais de crème dans le visage, il y en a qui aiment ça beaucoup. L'autre point important, c'est la diversité en lien avec l'expression de genre. Alors là, il y avait comme différents discours qui allaient dans le même sens. Donc une qui visait à expliquer qu'il pourrait y avoir des femmes qui diraient l'idéal c'est d'être féminine, puis d'autres qui vont dire non, pas du tout. Alors une des participantes qui dit par exemple les lesbiennes plus butch, je veux dire que c'est sûr que toutes ces femmes-là n'ont pas nécessairement les mêmes modèles. Donc c'est ça, il y a un peu l'idée, une autre qui dit si tu avais une femme butch qui était devant toi, elle dirait une femme gay doit avoir mon allure, c'est une femme qui est masculine, une femme gay doit pas se maquiller, elle est naturelle dans sa beauté naturelle. Et puis il y en a qui vont dire de façon plus positive, il y en a pour tous les goûts par exemple, donc c'est ça. Et puis il y a une participante qui a noté quelque chose de j'ai envie de dire, un peu plus négatif, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement parler de la diversité, mais parler d'une pression qui pouvait exister. Alors, elle parlait de cette pression dans le passé qui concernait sa jeunesse, donc je ne sais pas à quel point elle considère que c'est encore valable aujourd'hui, mais je vais prendre le temps de vous en parler plus. Donc, d'abord, elle parlait de façon générale, elle dit dans le temps des lesbiennes radicales, si tu n'étais pas radicale ou si tu n'avais pas la même façon de penser, tu pouvais être rejetée aussi. Donc elle dit on n'accepte pas ta différence dans le milieu, souvent on n'accepte même pas ta différence. Puis après donc la personne qui fait l'interview lui demande mais au niveau de l'apparence comment ça se reflète finalement. Alors là elle va dire comme je te disais tantôt beaucoup androgyne, le sac à dos peigné pareil, souvent les mêmes allures. Et à travers ça, tu avais quelques femmes d'allure plus féminine, mais souvent, moi j'ai vu des femmes, des belles femmes, passer toute une soirée dans un bar, sortir de là en pleurant parce que personne ne leur avait parlé. Aucune femme leur avait parlé. Donc je pense que quand tu es différente, tu peux déranger, on peut te rejeter. Donc là, on sent plus un discours autour de la pression qui a pu exister. Alors les idéaux de beauté et d'attractivité pour les femmes âgées, dans la société en général, il y a vraiment l'idée de à quel point c'est important que les femmes n'aient pas de rides. Donc il y en a une qui dit on ne peut pas enlever les rides à une personne âgée, mais on va tout faire pour les cacher, les diminuer, les atténuer. Une autre qui dit pas de plis sur les seins, pas de plis sur le ventre, pas de plis sur les fesses. Le corps tonique qui est différent du pas de plis, la pas le sein trop pendant, pas la fesse trop molle. Donc ça, c'est quelque chose qu'elles observent dans la société. Et puis aussi l'idée, puis on sent qu'il y a un discours critique qui accompagne cette observation, qu'il faut que les femmes restent jeunes, mais qu'il y a quelque chose d'artificiel là-dedans. Comme il y en a une qui explique les canons de beauté, pour moi actuellement, la société où elle va, il faut tout avoir l'air jeune, qu'on se fasse refaire, on essaye de tout leur injecter du Botox. Puis par contre, en ce qui concerne les communautés lesbiennes, la notion de naturel qu'on avait vue chez les femmes adultes revient concernant les femmes âgées. Mais là, il y a comme deux idées, enfin deux déclinaisons, si on peut dire. Il y a le naturel comme étant les femmes pas maquillées. Et ça, c'est vraiment spécifique aux femmes âgées dans ce temps-là, comme s'il y avait quelque chose d'encore plus... Enfin, comme s'il y avait encore moins d'importance accordée au maquillage en vieillissant. Pour les femmes, une qui dit, pour les femmes âgées, moi je m'aperçois qu'on est comme beaucoup plus naturel, tu sais, on n'a pas de maquillage, c'est pas la fin du monde. En fin de compte, on veut être le plus naturel possible. Puis dire, on regarde, on est capable de se regarder, de s'apprécier, même si on n'a pas de mascara et puis de rouge à lèvres. Mais là, il y a quand même cette emphase sur les femmes âgées. Puis, il y a le naturel dans le sens, justement, l'inverse d'une jeunesse artificielle, c'est-à-dire une femme qui vieillit bien, c'est une femme qui a réussi à vieillir sans Botox. Et puis, il y a un discours aussi qui va être, quand on pose la question, parce que dans les questions, on demandait est-ce qu'il y a des normes de beauté particulières, donc pour les femmes adultes âgées, puis notamment pour les femmes âgées lesbiennes. Puis il y en a qui vont dire non, il n'y a pas de critères spécifiques, il n'y a pas de critères particuliers, on est comme tout le monde, pour les lesbiennes âgées, donc ils ne veulent pas sentir qu'on les différencie. Alors ensuite, en ce qui concerne leur perception de leur propre apparence, donc, on peut sentir l'influence des normes de beauté dans des discours aussi bien positifs, je dirais, que négatifs. Donc, on peut les percevoir
par exemple, par rapport notamment à tout ce qui a trait à la préservation du corps et à une préservation d'une certaine jeunesse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont être satisfaites de leur apparence parce qu'elles vont dire pour mon âge, je suis bien conservée. Donc, il y aura toujours ce pour mon âge, je suis bien, j'ai des belles dents, toutes sortes de choses. Et puis, il peut y avoir aussi un critère que la femme, la participante a une belle apparence. Ça va être de dire moi, je me trouve chanceuse parce que j'ai pas beaucoup de rides, ce genre de choses. Donc, avoir l'air jeune où on me donne pas mon âge habituellement, c'est considéré comme quelque chose de positif par rapport à l'apparence. Et puis, il y a une ou deux femmes qui ont noté... Non, ça, c'était une femme qui a noté, qui a dit qu'elle était satisfaite de son apparence parce qu'elle avait... Elle dit, moi, j'aime avoir une allure femme. En tout cas, c'était dans son discours quelque chose de positif qui fait qu'elle trouvait qu'elle avait une belle apparence. Si on regarde les éléments qui étaient plus négatifs dans le discours, il y avait beaucoup de discours autour du fait de ne pas être mince. Donc ça, c'est quelque chose qui était pas évident. Puis, je dirais souvent avec une certaine ambivalence, j'en parlais juste après, mais ça peut être, oui, je parais bien, mais bon, c'est sûr que j'ai quand même un petit ventre qui me dérange un peu. Donc, c'est comme si elles vont le dire sans le dire complètement, mais elles le disent quand même au final. Les signes de vieillissement, ça c'est quelque chose qui est vraiment perçu négativement. Il y a plusieurs discours qui vont dans ce sens. Donc, comme cet extrait, quand je suis habillée, c'est pas pire. À poil, nu, je m'aperçois que j'ai plus le corps que j'ai déjà eu, même si j'ai jamais eu un corps déesse. Mais disons que ça fait réfléchir, c'est d'avoir la peau qui ride, les seins qui tombent. Et là, il y a deux participantes qui ont aussi nommé comme point négatif le fait de ne pas avoir une apparence féminine. Il y en a une qui dit, par exemple, je ne me considère pas comme féminine, je me considère plus androgyne que féminine. Si on m'avait donné le choix, j'aurais aimé être plus féminine, j'aurais aimé avoir un visage plus, pas délicat, mais plus féminin. Donc là, je trouve qu'on retrouve les normes un peu par rapport à la question du genre. C'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui prennent leur distance par rapport aux normes de beauté prédominantes. Je vérifie juste que je n'ai pas sauté. Non, c'est correct. Donc, il y en a tout simplement qui vont juste critiquer ou dire simplement que pour elles, la beauté, ce n'est pas quelque chose d'important. Donc, de ce fait-là, ça les atteint moins la question de correspondre ou pas aux normes de beauté. Comme une qui dit, je me considère belle, je ne suis pas difforme, mais comme je te dis, moi, ce qui compte de base, c'est ce que tu as dans la tête et pas nécessairement le look. Et puis après, il y a aussi toutes celles qui vont vraiment être dans un rejet clair des normes sexistes et hétérosexistes. Donc comme une des participantes qui l'exprime vraiment clairement, où on voit à la fois justement la question du sexisme et de l'hétérosexisme qu'elle critique. Donc je ne suis pas conditionnée à être belle pour les autres, être belle pour mon chum, être belle pour ce que la société va dire de moi, etc., etc. Je ne me suis pas conditionnée à ça, je n'ai pas voulu non plus me plier ou me soumettre à ces principes de culture-là. Puis ce qui est intéressant, qui est comme dans la continuité, il y en a certaines qui parlent d'établir, qu'elles créent leurs propres normes. Mais elles ne vont pas nécessairement dire que c'est lié à ce refus des normes hétérosexistes, mais pourtant on sent que c'est quand même clairement lié à ça. Comme on lui pose la question, qu'est-ce qui fait que les normes n'ont pas d'influence sur vous? Donc une qui répond, parce que je les établis moi-même, mes normes de beauté, si tu veux. Je te parlais tantôt aussi d'être confortable dans mes vêtements. C'est moi qui établis ça pas mal. Puis il y en a une autre qui a exactement un discours vraiment très très semblable à celui-là, qui dit moi j'ai décidé de comment j'allais m'habiller parce que je veux être confortable, puis les talons, c'était pas pour moi. Donc ça fait longtemps que j'ai décidé ça pour moi. Après, donc, il y a toute la question de l'ambivalence. Puis l'ambivalence, là, c'est juste une diapo, mais honnêtement, elle était vraiment très, très présente dans beaucoup de discours. Donc, il peut y avoir, par exemple, des tensions par rapport à l'idéal de minceur. Donc là, c'est assez flagrant parce que c'est pas forcément au même endroit dans l'entrevue, mais quand on regarde tout le discours, on se rend compte qu'il y a comme des contradictions. Donc, une qui va dire... je me trouve belle, même que j'ai quelques livres de trop, je me trouve belle. Puis un peu après, elle va dire, la prise de poids me fatigue encore, disons que ça fait à peu près 10 ans que j'ai pris ce poids-là, j'en ai perdu un petit peu, mais il faut toujours que je fasse attention. Donc il y a vraiment
cette tension-là, cette contradiction. Et puis, ça peut être présent aussi par rapport aux idéaux de jeunesse. Donc, ça, je trouve que c'est un extrait intéressant. Donc, elle dit, elle est dans un discours très critique au début, puis après, on se rend compte que finalement, peut-être qu'elle pourrait malgré tout s'y plier elle aussi. Les canons de beauté, pour moi, actuellement, la société où ce qu'elle va, faut tout avoir l'air jeune, qu'on se fasse refaire. Regarde les cliniques d'esthétique, ça pullule tout partout. Là, il y en a de plus en plus. Le Botox, c'est pas rien. Là, j'ai pas encore été. Je sais pas. Est-ce que vous y pensez? Si j'ai de la misère à me trouver une blonde, peut-être. Encore là, mais peut-être. Donc, on sent que, oui, c'est sûr qu'il y a le discours, on a envie de critiquer, qu'elles ont envie qu'elles critiquent, mais finalement, c'est plus compliqué de complètement tenir ça à distance. Alors après, qu'est-ce qui fait que certaines vont réussir à justement vraiment maintenir cette distance par rapport, se distancer des normes de beauté? Il y a aussi la question du vieillissement qui peut permettre de relativiser l'importance de la beauté pour différentes raisons. Donc il y en a, c'est des beaux discours sur comment en vieillissant, les femmes ont une plus grande beauté intérieure. Donc, une qui dit plus je vieillis, plus je suis belle de l'intérieur. Puis des fois, c'est vrai, je m'en aperçois, ça rayonne. Puis ce rayonnement-là, souvent des femmes plus jeunes, elles ne l'ont pas encore. Je regarde juste parce qu'il me semble que... Je cherche juste une autre citation. Oui, une autre qui dit « Je me trouve quand même belle, je trouve que je vieillis bien et l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur. Je pense que si j'étais pas bien dans ma peau, intérieurement, spirituellement, ça déteint, ça paraît dans l'attitude physique. » Donc on voit vraiment comment c'est important. Après, il y a la question de comment le fait de s'accepter soi comme personne ou d'accepter son vieillissement, et souvent les deux vont ensemble, ça aide aussi à prendre de la distance par rapport aux normes de beauté. Donc une qui dit je suivais des diètes dans le passé, puis là j'ai décidé de ne plus me battre avec les diètes, de m'accepter comme je suis. Une autre qui... Quand on parle d'opération plus esthétique, de chirurgie pour lutter contre les signes de vieillissement, elle va dire une opération, puis tout ça. Non, moi j'aime mieux apprendre à m'accepter, puis m'apprivoiser avec mon apparence. Et un autre point qui ressort beaucoup dans la littérature en général, puis qui est confirmé ici, c'est l'importance de la santé. Comment le fait d'accorder plus de l'importance en vieillissant à la santé, ça fait aussi que ça permet de relativiser l'importance de la beauté. Alors maintenant, je vais rentrer dans plus la section interaction entre vie intime et perception de l'apparence. Donc les femmes ont eu tout d'abord des discours sur le regard de leur partenaire sur leur apparence physique. Les regards se sont révélés, d'après le point de vue, la perspective des participantes, les regards de leurs partenaires se sont révélés presque toujours positifs. Donc c'était intéressant. Petite parenthèse, mais c'était beaucoup moins le cas chez les participantes hétérosexuelles. Donc, par exemple, il y en a une qui parle clairement de comment l'appréciation, l'acceptation du corps se fait vraiment au-delà des normes de beauté, puis elle va le formuler vraiment elle-même de cette façon-là. Il y a un prénom qui, bien sûr, est un prénom fictif pour préserver l'anonymat. Donc, elle dit entre Sylvie et moi, il n'y a aucune pression. Puis même, on se trouve belle, les cheveux tout croches, le matin en se levant avec les traces d'oreiller dans la figure, on se trouve cute. On ne se regarde pas à travers le filtre de la culture de la beauté, pas du tout, pas du tout. Après, il y en a qui parlent de comment on sent que c'est vraiment le lien qui les unit à leur partenaire, le lien affectif, amoureux, qui fait que... parce qu'on s'aime, on se trouve belle, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y en a une qui dit, c'est sûr que les amoureuses, elles nous trouvent belles, elles nous trouvent sexy. Oui, de temps en temps, elle me dit que je suis belle, elle n'a jamais rien dit sur mon corps, elle l'aime, c'est sûr, ça fait du bien. Donc, c'est quelque chose qui est valorisant pour les femmes. Et puis, là, ça, c'est le discours d'une femme, en fin de compte, c'est pas sa partenaire actuelle, mais elles ont encore un lien assez proche. Puis c'est une femme son ex-partenaire est un peu plus jeune qu'elle. Puis donc la participante dit, elle va me dire, t'es belle pour ton âge, vraiment. Là, en tout cas, moi, si j'étais dans ta peau, là, je serais pas gênée. Et puis la participante considère que c'est flatteur. Donc là, il y a quelque chose de paradoxal parce que
moi, ce que je vois là-dedans, c'est un discours qui est quand même agiste, mais en même temps, c'est quand même valorisant. Et ce que retire la participante, c'est que c'est un regard positif. Donc, c'est ce qui est important. Les regards critiques, donc il n'y a pas de critique en lien... Pour ces participantes-là, il n'y a pas de critique qu'ont formulé leurs partenaires par rapport à leur poids ou leur vieillissement. Donc, je prends la peine de le souligner parce que, à nouveau, c'était très différent pour les participantes hétérosexuelles. Par contre, les seuls endroits où je dirais qu'il y avait des formes de critique, entre guillemets, ou des invitations à changer, à se transformer un peu son apparence, c'était par rapport à l'expression de genre. Un point qui est important de noter, c'est que les participantes qui ont parlé de ça, on se rend compte que même si elles ne le percevaient pas toujours comme ça donnait l'impression que leur partenaire avait pas dit ça de façon frontale, mais avait essayé de donner d'autres raisons. Par exemple, oui, tu devrais pas te maquiller parce que c'est pas bon pour la peau, c'est toxique les produits. Ou, comme là dans cette citation, elle dit, donc sa blonde qui lui proposait de se mettre en jupe, elle dit, pour ma blonde, c'était étendre un champ de possibilités. C'est pas qu'elle l'a trouvée trop masculine. Donc il y a quelque chose, je trouve, de très nuancé et surtout qui évite la confrontation et qui ne va pas remettre en question directement l'expression de genre ou la subjectivité de la participante. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant et à nouveau qui est différent des femmes hétérosexuelles. Alors, comment les femmes réagissent face à ces suggestions ou ces critiques ? Alors, il va y avoir un accueil favorable aux commentaires qui sont constructifs. Donc, il y en a une qui explique, par exemple, j'ai changé mes couleurs parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je m'habille en noir et ci et ça. Là-dessus, elle m'a aidée. Donc, on sent que ça a été accueilli positivement parce que là, il y avait quelque chose de oui, c'est vrai que peut-être ça me ferait du bien de mettre un peu de couleur. Par contre, quand on est face à des commentaires où la participante, elle, a l'impression qu'il y a une remise en cause de ce qu'elle est, de sa subjectivité, là, par contre, elles vont beaucoup plus s'affirmer. Donc, comme cette dame qui va dire... Tu ne vas pas m'empêcher de me mettre du rouge à lèvres parce que toi, tu n'en mets pas. Si tu es avec moi, c'est parce que tu m'aimes de même. Fait que sinon, on va vers des femmes qui sont plus masculines, qui sont masculines. Puis, par rapport à ça, j'avais une autre citation que je trouvais intéressante. Même si je ne vous lis pas la citation, c'est aussi... Là, c'est une affirmation de soi assez assertive, mais des fois, j'ai remarqué aussi que ça pouvait être sur le mode de l'humour. Donc, c'est plus comme... Il y en a une qui dit... sa blonde lui a fait des commentaires sur le fait qu'elle ne s'était pas maquillée. Puis là, elle va dire... c'est peut-être son petit côté macho, elle aime que je paraisse bien, je le sens, ça, tu sais, mais... Je prends ça comme un jeu, en autant que je ne porte pas de talons hauts et de robe. Donc, tant que la pression n'est pas trop forte, et que c'est sur des petites choses, c'est correct, c'est acceptable, puis on peut juste en rire un petit peu. Ensuite, le troisième grand thème, c'était la question du confort à montrer son corps nu en contexte d'intimité. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, les participantes lesbiennes se sentaient plutôt confortables à se montrer nues, donc à leur partenaire réel ou passé ou potentiel, disons pas imaginé, mais disons dans le passé ou actuellement. Puis c'était même, pour certaines, il y en a une qui dit, quand on lui posait la question, voyons donc, on ne fait pas l'amour habillé, tu sais, comme c'est une question complètement saugrenue. C'est effectivement. Il y en a quand même qui notent un sentiment, au contraire, d'inconfort, comme cette dame qui dit, je ne vous ai pas précisé, je vais juste le faire maintenant, c'est un peu tard, mais sur les codes là, pour maintenir l'anonymat, P, c'est pour participante, 21 ou 20, c'est le numéro qui a été attribué à la participante, puis le dernier chiffre, c'est l'âge des participantes. Donc, elle dit, c'est ça, quand tu rencontres encore une fois une autre, donc à chaque nouvelle partenaire, tu as changé. Il y a une petite coquille Ta avec un S. À chaque fois, il y a comme une gêne. Tu sais, il faut encore que je dévoile ce corps-là qui n'est plus ce qu'il était. Donc, on sent que l'inconfort, il est beaucoup par rapport au vieillissement corporel.
Par contre, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a des choses qui permettent de moduler, de modérer l'inconfort qui peut exister. Il y a quelque chose qui est très important, c'est la situation relationnelle. Donc avoir ou ne pas avoir de partenaire, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Donc là, en l'occurrence, la participante qui parle de ça, qui l'explicite clairement, elle est en couple. Mais ce qu'elle dit est probablement assez pertinent, assez juste. Donc elle dit, peut-être parce que moi, bon, ma vie est faite, entre guillemets, je me pose moins de questions par rapport à son apparence corporelle, ça aide aussi. Si vous ne cherchez pas une partenaire ou si vous avez déjà une partenaire, puis ça fonctionne et tout. Je pense que ce genre de questions, donc sur la confiance à montrer son corps, doit moins se poser pour elle qu'une femme qui est seule et qui aimerait être à deux. Donc c'est vraiment cet enjeu-là de... Quand on est déjà à deux, c'est moins stressant de montrer son corps nu que quand on pense au regard que l'autre va poser finalement une nouvelle partenaire. Et c'est là, ça permet d'enchaîner avec la question de l'étape de la relation. Donc une autre qui explicite clairement ça, comment c'est vraiment la première fois qui est la plus difficile, qui va dire la première fois c'est toujours effrayant, parce que tu te demandes comment je suis, mais cette même participante va dire après, la deuxième fois c'est toujours plus léger, puis je vais montrer un peu plus de mon corps ou d'autres parties de mon corps que je n'avais pas osé montrer la première fois. Après, au-delà de la situation relationnelle, il y a la relation elle-même, la qualité de la relation avec la partenaire, puis l'attitude de la partenaire. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui mentionnent ça, que ça va dépendre de la réaction. C'est-à-dire, si la partenaire, finalement, donc ça nous ramène au thème précédent, mais là, c'est présenté sous un autre angle, elle dit, oui, moi je vais être à l'aise de montrer mon corps nu, mais ça dépend comment ça va se passer avec l'autre personne aussi. Si je sens qu'elle est rebutée, d'un seul coup, évidemment, elle va être mal à l'aise. Puis, je pense... excusez-moi... Oui, il y en a une autre qui dit, moi je me promène toute nue devant elle, et ça ne me gêne pas parce que je sens que ça ne la gêne pas, sa partenaire. La qualité de la relation, ça c'est amené aussi par des participantes qui n'ont pas encore ou plus de partenaires et qui donc imaginent la situation qui serait propice, qui ferait que là, oui, elles seraient à l'aise de montrer leur corps nu. Et c'est toujours autour de si on est complice, si on est proche. Donc là, par exemple, elle va dire que je sois vraiment très confortable avec la personne avec qui je suis, donc dans la relation. Puis un autre point intéressant, c'est la question de la réciprocité. Je ne sais pas si c'est le bon terme ou la mutualité. Il y en a une, c'est intéressant parce qu'elle va dire que c'est plus difficile pour elle de se mettre nue sur la plage que si elle est avec une partenaire avec qui elle est vraiment en relation. Parce que l'autre partenaire aussi va se mettre nue. Alors que quand c'est sur la plage ou à la piscine, là, c'est sûr qu'elle est toute seule, en tout cas elle est plus exposée au regard, j'imagine. Donc il y a quelque chose d'intéressant ici. Puis après, un autre point, c'est l'influence de l'apparence de la partenaire. Donc là, on retrouve la tendance à se comparer dont j'ai parlé dans la recension des écrits. Une femme qui a déjà eu des expériences avec des hommes, qui va dire faire l'amour avec un homme, c'est facile, c'est très facile. Avec une femme, il y a plus d'implications, on dirait. Peut-être qu'il y a plus de comparables. Je pense que c'est ça, qu'on se compare plus. Et puis là, ça nous amène au thème suivant, c'est-à-dire comment on pouvait sentir dans les discours que il y avait cette question de la comparaison et de est-ce qu'on est pareil au niveau de notre non-conformité aux idéaux de beauté ou est-ce qu'il y en a une qui est plus conforme que l'autre aux idéaux de beauté. Donc il y en a une pour qui elle dit nous étions obèses toutes les deux, donc on ne portait pas attention à ça. Et à l'inverse, il y en a une qui dit moi, alors c'est sûr qu'elle ne dit pas clairement. Elle ne parle pas de conformité aux idéaux de beauté, mais on comprend que c'est un peu ça derrière. Elle dit, je ne me vois pas me mettre nue devant une femme de 30 ans. À 40 ans, sortir avec une femme qui avait 19 ans de moins que moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Aujourd'hui, je ne sortirai pas avec une femme qui a 20 ans de moins que moi. Mais vraiment, tout son discours était autour de « je ne serais pas à l'aise de montrer mon corps ». C'est ça. Ces femmes, ces participantes
sont par contre aussi nombreuses à avoir parlé des stratégies qui peuvent exister pour dépasser cet inconfort à se montrer nu à sa partenaire. Alors ça peut être mettre des petites lumières, des petits lampions, donc je mettrai un peu d'ambiance, à la noirceur on est toujours plus à l'aise, les défauts paraissent moins. Ça peut être avoir son peignoir, sa robe de chambre qui est proche, qu'on peut vite l'enfiler sur ses épaules. Et là c'est à nouveau dans le contexte où c'est la première fois qu'on est avec une nouvelle partenaire. Et puis, ça, je trouvais que c'était vraiment... ça m'a comme touchée, cette citation-là. C'est une participante qui raconte comment, avec sa blonde, elles ont pris, enfin, son ex-partenaire, elles ont décidé ensemble de comment, la première fois, elles allaient avoir des relations sexuelles et qu'elles allaient justement mettre une lumière tamisée, des petites chandelles. Je vous laisse lire. Donc c'était fait dans le respect. C'était ça qui était important. Alors le dernier thème, en lien avec la question de apparence et vie intime, ça c'est un thème que j'avais pas comme entre guillemets prévu parce que quand on prévoit une recherche, on a une idée de ça va être quoi les thèmes qu'on va regarder. Ça c'est quelque chose qui est ressorti de façon inattendue. Puis on a trouvé que ce serait intéressant de travailler là-dessus, d'analyser plus en profondeur, c'est les critères d'attractivité et de sélection des partenaires, mais du point de vue des participantes. Donc, qu'est-ce qui va attirer les participantes? Qu'est-ce qui les attire chez une autre femme? Ou qu'est-ce qui va faire qu'elles vont les sélectionner comme partenaires potentiels? C'était aussi pour voir, parce qu'une question moi, que je me posais, c'est... Mon impression, c'est que quand même ces femmes-là... je ne sais pas comment dire, je ne veux pas le dire de façon... bon, ce ne sera peut-être pas nuancé, mais sachez que je le pense de façon plus nuancée. Ces femmes-là peuvent un peu subir de façon négative, à certains égards, l'impact des normes, l'emprise des normes de beauté. Ça peut les amener à vivre des difficultés. Et je me disais, est-ce que de ce fait, elles-mêmes vont accorder moins d'importance à la beauté et à ces normes-là quand elles cherchent des partenaires? Mais en fin de compte, finalement, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et que elles aussi, c'est des éléments auxquels elles accordent de l'importance, l'apparence. Donc, les différents critères, quand on les a questionnés, étaient principalement physiques. Il y avait aussi des critères qui étaient plus au niveau de qualité interne, genre trait de personnalité, des valeurs, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui de cela, mais c'est juste pour vous dire qu'ils étaient quand même présents, même si c'était peut-être dans une moindre mesure. Donc, la beauté, ça c'est quelque chose qui est ressorti de façon, dans le discours de plusieurs participantes, la beauté comme critère général, donc par exemple, je veux qu'elle soit minimalement jolie, bon, en général. Puis après, il y avait des critères spécifiques par rapport à des parties du corps spécifiques, donc beaucoup autour du visage, qu'elle ait des beaux yeux, des belles dents, une jolie bouche, ce genre de choses. Les cheveux, intéressant, les femmes, les rares femmes, je dirais, qui ont mentionné les cheveux comme un critère d'attractivité, elles appréciaient que les femmes aient des cheveux gris. Donc, effectivement, les cheveux grisonnants, ça donne l'impression que c'était mieux accepté. Il y en a qui ont parlé de l'importance des mains, des belles mains, des doigts pas boudinés. Et il y a juste une participante qui a parlé de l'importance des seins pour elle. Au niveau de la corpulence, dans le sens de la question du poids, finalement, il y avait très peu de participantes qui ont dit qu'elles recherchaient ou elles appréciaient les femmes minces, même s'il y en a eu quelques-unes. La majeure partie des participantes ont parlé vraiment de comment elles étaient attirées par les rondeurs. Ça revenait beaucoup dans le discours. Donc, comme dans cet exemple, une femme qui est plus en chair, j'aime mieux ça qu'une femme qui est maigre, par exemple. Après, je m'excuse, je vais juste me moucher, ce ne sera pas long, je vais éteindre ça.
Après, il y avait tous les éléments qui étaient liés au charme ou à la sensualité, donc le sourire. Je ne sais pas comment je fais au niveau du temps, là je prends mon temps, mais je ne me rends pas compte. Ça va? Bon, ok. Donc, le sourire, ça c'est quelque chose qui est revenu quand même à plusieurs reprises, mais c'est intéressant, le sourire dans le sens, comme si pour certaines participantes, le charme est plus important que la beauté, par exemple. Donc un beau sourire, ça n'a pas besoin d'être une beauté. La question de la voix, il y en a quelques-unes qui en ont parlé, donc la voix comme « Ah, je suis sensible aux voix sensuelles » ou une autre qui explique que quand elle cherchait par des sites de rencontres une partenaire, elle se fiait à la voix, et si finalement la voix ne la séduisait pas, elle n'allait pas rappeler la femme qui l'avait contactée. Il y en a qui vont clairement utiliser le mot charme, donc on revient à cette question du charme versus beauté. Et puis il y en a une ou deux, peut-être deux, qui parlent vraiment de la sensualité. Donc les femmes qui paraissent sensuelles, et il y en a une qui fait le lien de la sensualité, j'ai envie de dire au sens large, donc elle va dire qu'elle aime les femmes aussi qui sont sensuelles, mais aussi dans le sens qui aiment goûter à la vie, qui aiment bien manger, qui aiment danser, donc c'est comme large la sensualité. Après, il y avait tous les discours autour des normes, leurs préférences en termes de conformité à certaines normes de genre, qui bien sûr étaient variables aussi. Alors, il y avait des caractéristiques physiques que je me suis permise d'interpréter en termes de correspondance aux normes de genre, à certaines normes de genre. Peut-être que ça parle aussi du type de relation, en tout cas pour la question de la taille, du type de relations qui sont plus égalitaires, réciproques, qui sont privilégiées chez les femmes lesbiennes. Donc il y a plusieurs participantes qui ont parlé de la taille, puis qui disaient qu'elles n'aimeraient pas ça, qu'elles n'étaient pas du tout attirées par les femmes qui seraient beaucoup plus grandes. Donc il fallait que les femmes aient soit la même taille qu'elles, soit un tout petit peu plus petites, ou alors un tout petit peu plus grandes, mais il y avait quelque chose, elles n'aimaient pas ça, l'idée qu'elles soient plus grandes. On revient aux rondeurs féminines, mais c'est ça, c'est qu'il y en a pour qui parlaient juste des rondeurs, mais il y en a qui accolaient le terme féminine. Donc là, on sentait qu'il y avait cette association, cette construction culturelle des formes, des rondeurs associées à la féminité qui était sous-jacente à leur discours. Et puis la pilosité, là aussi, on sentait dans les discours qu'il y avait en tout cas dans le discours d'une des participantes en particulier, mais qu'il y avait une association entre pilosité, association à la masculinité. Donc, certaines disaient, moi, j'aime pas ça, les femmes poilues, parce que implicitement, elles sont masculines. Puis après, il y avait celles qui allaient vraiment dire explicitement qu'elles recherchaient des femmes qui soient féminines ou ni trop féminines, ni trop masculines. Et là, elles allaient parler aussi bien en termes de comportement que de style vestimentaire, mettons, ou d'apparence. Donc, par exemple, au niveau de la féminité, celle qui aime les femmes vraiment féminines, elle va dire, moi, comme je te disais aussi, les femmes qui sont plus féminines, c'est des femmes qui peuvent m'attirer beaucoup plus. Tu sais, dans l'allure aussi, tu peux avoir une femme qui est en robe, toute maquillée, tout ça, mais qui a des gestes brusques. La féminité, pour moi, c'est une sensibilité, si tu veux. Donc, on voit que là, il y a à la fois l'apparence et aussi l'attitude. Et alors, il y avait ce point sur les femmes, c'est pas les participantes qui l'ont nommé comme ça, mais au final, c'est ça qui ressortait, qu'elles recherchaient des femmes qui étaient ni trop féminines, ni trop masculines. Donc là, c'est intéressant, parce qu'à nouveau, on est dans comment, au fil d'une entrevue, il peut y avoir des petites contradictions, mais qui montrent juste que les choses sont plus complexes que noir ou blanc. Alors, elle va dire au début, je ne pourrais pas être bien avec une femme macho, je ne pourrais pas, il faut qu'il y ait de la féminité. Bon, là, c'est clair, donc il faut qu'il y ait de la féminité. Puis après, plus loin dans l'entrevue, elle parle d'autre chose, puis elle dit, il y a des femmes qui étaient attirées vers moi, qui étaient très féminines dans leurs vêtements, dans leur comportement et tout, mais je n'étais pas à l'aise, moi, avec ces femmes-là, elles étaient trop féminines. Donc il faut qu'elles soient féminines et pas trop, quand même. Après, la question du soin apporté à sa personne, la question de la propreté était un critère qui était mentionné par quelques participantes. Donc,
comme la base, là, comme une qui dit les cheveux propres, la peau propre, les ongles propres, je ne me verrais pas avec quelqu'un négligé, les cheveux pas lavés ou la mauvaise haleine. Mais là, on est en termes d'hygiène. Dans la citation suivante, ça va comme plus loin. C'est-à-dire qu'on est comme plus dans la présentation de soi, avoir une apparence, pas juste hygiène, mais une apparence soignée, une certaine coquetterie. Puis après, il y a la question du soin de soi en tant qu'avoir des saines habitudes de vie, si on peut dire. Donc, il y a des participantes qui disent, il y en a une qui dit, par exemple, qu'elle ne veut rien savoir des fumeuses, une qui dit qu'elle ne veut pas d'une partenaire qui se magane, qui boive, ou ce genre de choses. Donc ça, c'était présent aussi dans leur discours. Et puis, il y avait la question de l'âge et de la santé physique, que je mets ensemble. Bon, c'est un choix, ça peut être discutable. Donc il y a plusieurs participantes qui ont nommé le fait qu'elles étaient attirées clairement par des femmes plus jeunes. Et ça, c'est plusieurs participantes qui l'ont dit. Plus jeunes ne voulant pas dire très jeunes, mais plus jeunes qu'elles. Donc là, pour une femme qui approche des 70 ans, elle va dire pas des femmes de 30 ans, mais peut-être dans la cinquantaine. Il y en a plusieurs qui disent moi, des femmes de mon âge, je ne suis pas capable. Et ça peut être aussi lié à la recherche d'un corps, d'une apparence physique chez la partenaire qui soit justement pas trop marquée par le vieillissement. Donc, bon, comme dans les citations, peau flasque, sein tombant, mou, elle ne pourrait pas. Et puis après, il y a la question de la santé physique. Donc, ça, c'était pas trop mentionné. Je pense qu'il y a peut-être 2 participantes qui ont en plus insisté là-dessus, à quel point elles ne se verraient pas avoir une partenaire, en tout cas être en relation peut-être plus stable, mais avec une femme qui serait malade. Donc elles refusent l'idée de jouer à l'infirmière. Là, il y a comme 2 interprétations possibles. Ça peut être soit la volonté, c'est sûr que ça peut être la volonté d'être dans une relation égalitaire, parce que quelque part, quand on joue à l'infirmière, effectivement, on n'est plus dans une relation égalitaire, ou ça peut être aussi une forme de valorisation à nouveau de la jeunesse. Alors ça, c'est pas évident comme ça de l'interpréter. Et puis, donc, je ne vous parlerai pas des qualités internes pour cette présentation, mais par contre, je vais quand même vous parler de la question de l'importance accordée à l'apparence par rapport aux qualités internes, donc qui a été présent dans certains discours. Alors, il y avait comme deux types de discours. Il y avait le discours qui est plus de l'ordre où on peut percevoir une contradiction, où en gros des femmes vont dire que c'est pas important l'apparence, qu'elles veuillent pas, par exemple une qui dit qu'elle veut pas une coquille vide, mais en même temps, d'un autre côté, elle a une tonne de critères physiques qui sont très importants. Ou dans cette citation, ce qui compte de base, c'est ce que tu as dans la tête et pas nécessairement le look. Ça, c'est un bout de la citation que je vous avais, la même citation de tantôt. Bien qu'une fois de temps en temps, oui, le look. Parce que j'ai toujours eu un fait pour la femme plus enrobée que pour le paquet d'os. Le paquet d'os, je ne suis pas capable. Donc, et puis le « je ne suis pas capable » montre que ça a quand même de l'importance. Ce n'est pas juste « j'aimerais mieux ça », c'est « je ne suis pas capable ». Donc on se rend compte que ce n'est pas important l'apparence physique, mais en fin de compte, il y a quand même des critères qui... ça ne passe pas. Et puis par contre, d'un autre côté, il y a les personnes qui au contraire, enfin les ou la personne qui parle au contraire, avec le vieillissement, l'avancement en âge, il y aurait peut-être plus d'importance accordée aux qualités internes par rapport à l'apparence, comme si là on va plus rechercher quelque chose de plus profond chez la partenaire. Donc c'est comme on dirait, on voit plus avec les yeux du cœur. C'est comme l'apparence, bon c'est beau, là c'est magnifique, on voit une belle femme, là taillée au couteau, mais on veut aller au-delà de ça, voir l'intérieur de la personne. Ce n'est pas les mêmes besoins, disons, à 60 ans que mettons à 20 ans. À 20, moi je me souviens, l'esthétique c'était très important, c'était prioritaire. Donc c'est vraiment deux façons de contraster apparence, qualité interne. Alors je vais rentrer dans mes conclusions, c'est correct? Pardon? Ah bah c'est bon. Alors là, je vais vous lire ça parce que, en faisant des commentaires, mais c'était plus facile pour moi d'écrire les choses. Donc,
les perceptions, si on regarde les perceptions des participantes par rapport aux normes physiques prédominantes, ce qui ressort, c'est clairement prédominante dans la société, la minceur, la conformité à des idéaux de beauté sexistes, hétérosexistes, et puis la jeunesse. En ce qui concerne leur perception des normes physiques dans les communautés lesbiennes, là, on a aussi minceur, jeunesse, mais on a aussi la notion de naturel et de conformité aux diverses normes de genre. Ça, c'est vraiment une spécificité. On peut noter par rapport à la question des femmes âgées, par contre, au niveau des normes, qu'on voit qu'il y a une atténuation de la pression de la minceur, mais par contre, l'accent est plus mis sur l'importance de conserver une apparence jeune, ce qui est évident parce qu'elles sont plus concernées par le vieillissement. Donc, comment ça affecte, entre guillemets, les participantes? On se rend compte, oui, que les perceptions de leur apparence sont influencées par ces normes de beauté hétéronormatives et aussi les normes physiques qui sont véhiculées dans les communautés lesbiennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est rarement de façon absolue. Comme je l'ai dit, il y a souvent des ambivalences et des tensions. Ce n'est pas qu'elles subissent ça de façon complètement passive. Il y a souvent des formes j'ai envie de dire, soit d'ambivalence, soit de résistance. Donc, comme je disais, l'ambivalence, elle peut se refléter dans les tensions entre des normes contradictoires. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, normes contradictoires dans le sens, par exemple, valorisation de la minceur ou valorisation de l'apparence tout court versus, non, on doit accepter la diversité corporelle. Ou ça peut être aussi une ambivalence entre une aspiration à se détacher des normes et, c'est ce que je viens de dire, je le redis autrement, et la difficulté à s'en détacher. On note aussi donc, que la capacité de se détacher de l'influence des normes, elle s'enracine parfois dans un refus des standards de beauté hétéronormatifs, mais ça peut aussi être lié à l'émergence de nouvelles valeurs avec l'avancement en âge. Donc c'est intéressant de se rendre compte que le vieillissement ici pourrait être comme une force, entre guillemets. Dans la vie intime, les expériences positives reliées au regard des partenaires sur le corps prédominent clairement. Le seul aspect donc, où elle rapporte une forme de pression en lien avec l'apparence, ça concerne l'expression de genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le peu de pression en lien avec les idéaux de beauté sexistes et hétérosexistes, de beauté, de jeunesse, de minceur, plusieurs participantes expriment des craintes que leur corps soit jugé négativement par la partenaire, surtout s'il s'agit d'une nouvelle partenaire ou si l'apparence de la partenaire correspond plus aux idéaux de beauté. En revanche, on se rend compte qu'il y a un confort des participantes à montrer leur corps quand elles sont engagées dans une relation de qualité avec leur partenaire. Donc les normes sembleraient plus entraver la vie intime quand la partenaire reste dans l'ordre de l'imaginaire, donc une nouvelle partenaire, où là finalement c'est comme si ça donne l'impression que les participantes vont projeter leurs propres idéaux intériorisés dans cette partenaire imaginaire que dans une relation réelle. Les critères de sélection rejoignent plusieurs des normes physiques qui sont présentes dans la société, comme la beauté et la jeunesse, et dans les communautés lesbiennes, donc rondeur, expression de genre, être en forme physique. On voit cependant que il s'appuie aussi sur d'autres éléments qui vont au-delà de l'apparence, comme le charme, la sensualité, l'hygiène, les saines habitudes de vie, et aussi bien sûr les qualités internes. Les discours mettent d'ailleurs en évidence des tensions qui sont liées à l'importance accordée à l'apparence dans les critères de sélection qui font écho aux résultats d'une étude dont j'ai parlé au début qui note des contradictions entre les discours et les comportements quant à la valorisation de la beauté physique dans les critères de sélection des lesbiennes adultes. Donc on sent que c'est comme si pour certaines, c'est pas si facile d'assumer qu'elles accordent de l'importance finalement à l'apparence. On pourra discuter peut-être du pourquoi ensemble. Donc pour conclure vraiment, il semble que l'intériorisation des diverses normes relatives à l'apparence exerce une influence sur la vie intime de nos participantes lesbiennes âgées, mais aussi bien par le biais d'une intériorisation que d'une reproduction de ces normes, quand c'est elles donc, qui recherchent des partenaires. Toutefois, l'effet de ces normes nous est apparu être atténué par deux processus importants qui pourraient peut-être constituer des pistes intéressantes dans l'intervention auprès des lesbiennes âgées. Et donc, ce sera mon mot de la fin. Donc, l'agentivité, qui est apparue comme quelque chose d'important, même si je ne l'ai pas nommé au fur et à mesure, et la reconnaissance par l'autre. Donc, l'agentivité qui s'est manifestée tant dans les discours critiques des participantes sur les normes prédominantes que dans leur affirmation de leurs propres normes ou valeurs,
ou encore dans leur stratégie pour dépasser leur inconfort à se montrer nus à de nouvelles partenaires intimes. Et puis la reconnaissance par l'autre de leur valeur au-delà des normes physiques, c'est-à-dire de leur subjectivité unique qui ne se limite pas au corps, mais qui l'inclut aussi dans toute son originalité. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Merci.